Nous allons dans cette vidéo aborder l'exercice 0 de l'examen d'électrostatique de l'année 2021-2022. Donc, à la question 1, on demande de donner la dimension et l'unité de R représentant la résistance. Bon, on se rappelle de la loi d'Ohm qui dit U égale à RI. On peut tirer R qui fait U sur I. Maintenant, U. La tension, c'est une différence de potentiel. Donc, c'est une différence de potentiel. Une différence de potentiel peut être considérée juste comme un potentiel V. Voilà, donc on a V sur I ici. Maintenant, vous devez vous rappeler en fait de la formule selon laquelle le travail, ça fait la charge, le travail de la force électrostatique, ça fait la charge fois le potentiel électrique, n'est-ce pas? Voilà. Donc QV. Donc de là, on peut tirer V qui fait W sur Q et venir remplacer pour avoir W sur Q, le tout sur I. Ce qui donne donc W sur QI. Voilà. Ce n'est pas le quotient intellectuel. Hein. Bon, continuons. Donc le travail. Le travail, c'est la force fois la distance. Donc force fois distance sur... Voilà. Et la charge, c'est I fois T. C'est l'intensité fois le temps. Donc on a ça. Et dans la force elle-même, c'est la masse soit l'accélération avec le théorème du centre d'inertie. L'accélération, quant à elle, c'est vitesse sur temps. Voyez, quand on écrit l'accélération, c'est dérivé de vitesse sur dérivé de temps. Donc, et la vitesse, quant à elle, c'est distance sur temps. C'est dérivé du vecteur position par rapport au temps. Donc la distance, la vitesse, c'est distance sur temps, c'est mètres par seconde. Vous voyez ça. Donc, on peut écrire donc que ça fait md sur t au carré. Donc nous allons remplacer ça finalement dans la résistance R. Donc on remplace ça dans la résistance R. Quand on remplace dans R, on doit avoir quoi? On doit avoir là-bas. Donc puisque la force F, ça fait md sur t carré, on fait la distance sur it. Bon, donc on remplace ça. Donc on doit avoir alors md carré sur t au cube, hein, puisque le t carré, quand il va au dénominateur, ça devient t au cube. Et il y a i au carré également. La dimension de la masse, c'est grand M. On note grand M. M. Une distance, c'est une longueur, donc longueur carrée. Intensité moins 2. Donc ça fait masse au carré, longueur au carré, intensité, le I moins 2, bon, ça fait ampère moins 2. Hein. Le temps, donc T moins 3. Vous avez les grandeurs physiques de base, masse, longueur, température, qu'est-ce que je dis? Temps plutôt, pas température, c'est état plutôt. Donc le temps, la masse à longueur, le temps, et l'intensité, voilà, le courant, qui est noté avec un A, comme ampère. Donc la dimension de la résistance, c'est ça, ML2, T-3, A-2. Ce qui s'exprime donc en kilogrammes, masse au kilogramme, mètre au carré, seconde moins 3, ampère moins 2. À la question 2, on dit que R1 et R2 sont des résistances qui sont montées en parallèle. Donc il y a R1, il y a R2 qui sont montées en parallèle. Mais on ne connaît pas précisément la valeur de R1 et la valeur de R2. On donne la valeur de R1 avec la précision 3 ohms. Donc R1 c'est 150 plus ou moins 3 ohms. Donc il y a une incertitude absolue de 3 ohms sur la résistance R1. On donne R2 qui fait 50 plus ou moins 0,5 ohms. Donc il y a une incertitude de 0,5 ohms sur la résistance R2. Donc les incertitudes absolues, ça que je note delta R1 et delta R2. Donc on demande de calculer la résistance équivalente R de R1 R2 avec précision. Vous savez que quand deux résistances sont en parallèle, on a ça. 1 sur R1. Ça fait 1 sur R1 plus 1 sur R2. C'est-à-dire ça fait R1 plus R2 sur R1 fois R2. De là, on peut tirer R facilement. Donc on remarque que R est donc une fonction, ça dépend de R1 R2 avec F étant la fonction F de ici Y égale à I soit Y sur I plus Y. Ici, R1 joue le rôle de I et R2 lui, ça joue le rôle de Y. Maintenant, allons considérer de près cette fonction. Et essayons de la dériver par rapport à Is. Donc, dériver passer de F par rapport à Is. Dériver F par rapport à Is, c'est considérer Is comme la variable et Y comme la constante. Quand je dis que je dérive par rapport à Is, ça veut dire que lors de la dérivée, pour moi, c'est Is qui est la variable et c'est Y qui est la constante. Donc, dériver de U sur V, ça fait U prime V moins V prime U sur V carré, n'est-ce pas? Donc, vous devez dériver Is Y. Donc, si c'est Is qui est la variable de Is Y, ça donne quoi? Y. Maintenant, fois Is plus Y.
Donc, si c'est x qui est la variable, la dérivée de x plus y, c'est 1 plus 0 en fait. Parce que y est une constante. On va faire moins 1 fois xy sur x plus y au carré. Donc, de même, on peut dériver f par rapport à y. Donc, maintenant, dans la dérivée de f par rapport à y, c'est y qui est la variable. Et x est automatiquement une constante. Donc, ici, il faut considérer x comme une constante. Lorsque vous voulez dériver f par rapport à y, vous devez considérer x comme une constante. Et c'est y qui est votre variable. Donc, la dérivée de xy, ça fait maintenant quoi? Ça fait x, c'est x qui est la constante. Voilà, puisque la dérivée de y, c'est 1. Donc, la dérivée de xy, ça va donner x. X multiplié par x plus y. Maintenant, la dérivée de x ici, c'est 0. La dérivée de y, c'est 1. Puisque c'est y qui est la variable. Donc, on va faire moins 1 fois xy sur x plus y au carré. Donc, après développement et simplification, vous obtenez aisément ce qui suit. La dérivée de f par rapport à x égale y carré sur x plus y au carré. Et dérivée de f par rapport à y, ça fait x carré sur x plus y au carré. Maintenant, vous devez connaître l'expression de la différentielle df d'une fonction. La différentielle df, ça fait, son expression c'est ça. Si f est une fonction qui a deux variables, la différentielle df c'est dérivée partielle de f par rapport à x dx plus dérivée partielle de f par rapport à y dy. C'est pour cela que nous avons calculé d'ailleurs les dérivées partielles de f par rapport à x et f par rapport à y, que nous remplaçons donc ici maintenant. Maintenant, l'interprétation que l'on en donne physiquement, c'est que l'incertitude sur f est égale à ce nombre fois l'incertitude sur x plus l'incertitude sur y. Donc, les différentiels df, dx et dy, on les interprète comme des incertitudes absolues. Maintenant, n'oublions pas que f, c'est R. Hein. Voilà, nous avons écrit voilà, depuis le début que R est égal à quoi? F de R1, R2. Est-ce que vous voyez cela? Donc delta F, en fait, c'est delta R. Donc, vous remplacez, en fait, Y par ce qu'il faut. Donc, je disais que c'est Y jouait le rôle de R2 et X jouait le rôle de R1. Donc, vous remplacez Y par R2 et X par R1. Voilà, donc, F par R. Et vous avez ça. Donc, vous voyez donc qu'on a delta R qui est égal à ça. R2 au carré fois delta R1 sur R1 plus R2 au carré plus R1 au carré fois delta R2 sur R1 plus R2 au carré. On remarque que ça correspond à la question, à la réponse A, qui est donc vraie. Donc, la partie là n'est pas importante quand même. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez examiner. Au cas où on vous demandait de trouver delta R sur R. Donc, il faut rappeler que R c'était ça. Et puis, vous faites la division de delta R par R. Vous faites ça sur ça, vous devez trouver ça après calcul. Voilà, vous faites delta R divisé par ça. Vous devez trouver après calcul ça. Bon, on n'en a pas besoin. Faisons l'application numérique. Donc, résistance R, on remplace, on trouve ça. Delta R, vous calculez. Ce qui fait que R, ça fait... Donc, R, ça fait la valeur que vous avez trouvée, plus ou moins l'incertitude trouvée. Donc, c'est ça. Donc, vous prenez les calculs, c'est très important. La prochaine fois, nous verrons des exemples encore plus détaillés pour votre compréhension. À la question 3, on donne deux champs de vecteurs, E1 et E2. Voilà. On demande, voilà, est-ce que E1 est un champ électrostatique? Est-ce que E1 peut être un champ électrostatique? Est-ce que E2 peut être un champ électrostatique? Dans le cas où l'un des deux est un champ électrostatique, de trouver le potentiel dont il dérive. Donc, en fait, E1, c'est ça. Donc, nous allons noter ça là. L'abscisse de E1, EX. Nous allons noter l'ordonnée de E1, E indice Y. Et la côte, E indice Z. Donc, EX pour moi, c'est X carré Y plus Z carré. EY pour moi, c'est X au cube sur 3 plus Z. Et EZ pour moi, c'est X carré Z plus Y. Maintenant, pour savoir si E1 peut être un champ électrostatique, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dérivez EX par rapport à Y. Et vous dérivez EY par rapport à X. Vous devez les comparer. Ça doit donner la même chose. Si ça donne la même chose, vous continuez. Vous devez dériver maintenant EX par rapport à Z et EZ par rapport à X. Ça doit aussi donner la même chose. Et enfin, vous allez calculer la dérivée de EY par rapport à Z et la dérivée de EZ par rapport à X. Eux aussi doivent donner la même chose. Si les trois donnent la même chose, vous allez conclure que E1 peut être un champ électrostatique. On dit que E1 est un champ de gradient ou bien que E1 est un champ irrotationnel, c'est-à-dire son rotationnel est nul.
Donc, quand on prend le cas de E1, je vais dériver EX par rapport à Y pour commencer. On dérive de EX par rapport à Y. On dérive ceci par rapport à Y. C'est-à-dire que, quand je dis par rapport à Y, c'est Y qui est la variable. Donc, si c'est Y qui est considéré comme variable, X carré est une constante automatiquement. Donc, la dérive de X carré, Y doit donner X carré. C'est Y qui est la variable. Comme Y est la variable, dérive de XZ carré donne 0. X et Z sont inconstants. Donc, voilà. Maintenant, il faut dériver EY par rapport à X aussi. Donc, dérive de X au cube sur 3 par rapport à X, c'est X carré. Mais Z est une constante par rapport à X. Donc, comme on dérive par rapport à X, la dérive de Z, c'est 0. On remarque que les deux dérivés donnent la même chose. Comme ça donne la même chose, je continue. Je continue. Maintenant, je dérive EX. J'avais dérivé par rapport à Y. Maintenant, je vais dériver par rapport à Z. On dérive ça là par rapport à Z. Donc, X carré Y, ça dérive va donner 0. Voilà, puisque c'est Z qui est la variable en fait. C'est Z qui est la variable. Donc, X carré Y, voilà, ce sont des constantes. Donc, ici, si c'est Z qui est la variable, la dérive de Z carré doit donner 2Z. Donc, la dérive de ça, c'est 2Z. Maintenant, on va dériver EZ par rapport à X. EZ, c'est ça. Donc, on le dérive par rapport à X. Dérivé de X carré, c'est 2X alors. Donc, on a 2Z. Dérivé de Y, c'est 0. Puisque c'est X qui est la variable. Y est une constante. On voit que ça donne encore la même chose. Donc, on peut continuer. 2Z, 2Z. Maintenant, on passe à dérivé de EY par rapport à Z. Voilà. Donc, dérivé de EY par rapport à Z. Donc, EY par rapport à Z. Ça là, si vous dérivez I s'occupe sur 3 par rapport à Z, ça va donner 0 puisque I serait une constante. Donc, dérivé de Z, c'est 1 alors. Maintenant, on va dériver EZ par rapport à X. EZ, c'est ça. On le dérive par rapport à X. C'est X qui est la variable. Donc, dérivé de I s'occupe, ça donne quoi? Dérivé de EZ par rapport à X. Hein? Par rapport à X. Donc, c'est EZ ça. Par rapport à X. Ici, c'est X carré. Hein? C'est X carré. Donc, quand on dérive par rapport à X, ça doit donner 2Z. Dérivé de Y, c'est 0 puisque Y ne dépend pas de X en fait. Voilà. Donc, on compare les dérivés de EZ par rapport à X et de EX par rapport à Z. Bon. Donc, on va que partout c'est la même chose. Hein. Dérivé de EX par rapport à Y, dérivé de Y par rapport à X, dérivé de EX par rapport à Z, dérivé de EZ par rapport à X. Donc, il manque dérivé de EY par rapport à X, dérivé de EY. Oui. Est-ce qu'on a dit U est déjà dérivé de Y? Oui, par rapport à Y, c'est déjà fait. On dérive de EY par rapport à Z et dérivé de EZ par rapport à Y. Hein. En fait, ici, il fallait dériver par rapport à Y. En fait, dérivé de. Donc, c'est ça qui reste en fait. On avait déjà dérivé EZ par rapport à X, je pense qu'on avait déjà fait. Donc, on est dans dérivé de EY par rapport à Z et dérivé de EZ par rapport à Y. Donc, ici, c'est par rapport à Y en fait. Donc, si c'est par rapport à Y, ça là, sa dérivée est nulle. Et donc, dérivé de Y, ça va donner 1. Donc, on voit que c'est encore la même chose. Voilà. Donc, on remarque que les trois dérivés partiels, dérivé de EX par rapport à Y, c'est dérivé de EY par rapport à X. Dérivé de EX par rapport à Z, c'est dérivé de EZ par rapport à X. Et dérivé de EY par rapport à Z, ça va être dérivé de EZ par rapport à Y. Donc, à vertu de ces trois égalités, on conclut que E1 peut être un champ électrostatique. Si c'est que l'une des égalités n'était pas vérifiée, une seule même, nous pourrons conclure immédiatement que E1 ne peut pas être un champ électrostatique. Maintenant, on note V, le potentiel dont il dérive. Voilà. Dire que E1 dérive de V veut dire que E1 est égal à moins gradient de V. Que veut dire moins gradient de V? D'abord, E1, c'est un vecteur qui a pour coordonnées EX, EY, EZ. Donc, on écrit ça en colonne. E1 a pour coordonnées EX, EY, EZ. Moins gradient de V, sa définition, c'est le vecteur dont les composantes sont gradient de V là. Le gradient de V, c'est un vecteur dont les composantes sont dérivé de V par rapport à X, dérivé de V par rapport à Y, dérivé de V par rapport à Z. Vous comprenez pourquoi on dit que E1 dérive de V? C'est comme si E1 est la dérivée de V. C'est comme si. Parce que chacune des composantes, c'est voilà, comme une dérivée de V en fait. Donc, bon, avec au signe près, avec le signe moins. Donc, EI, ça fait moins dérivé de V par rapport à X. EY, lui, ça fait moins dérivé de V par rapport à Y. Et EZ, lui, ça fait moins dérivé de V par rapport à Z. On a ça. Donc, on voit qu'on peut tirer dérivé de V par rapport à X, dérivé de V par rapport à Y et dérivé de V par rapport à Z. Et avoir les trois relations numérotées. 1, 2 et 3. Donc, on peut aller au suivant. Donc, l'objectif, c'est de trouver V. Ne l'oublions pas. Notre objectif, c'est de trouver V. Voilà, donc, on va prendre le 1 et on va tirer V dedans. Donc, si on prend le 1,
Le 1 dit que la dérivée de v par rapport à x, en fait, c'est moins EX. Dérivée de v par rapport à x, ça fait moins EX. Donc, c'est ça le 1. Mais vous connaissez l'expression, en fait, de EX, hein, puisque c'est l'énoncé qu'il a donné. EX, ça fait quoi? C'est l'abscisse de E1. Donc, EX, en fait, c'est x au cube y plus xz carré. C'est immédiat, n'est-ce pas? Donc, on remplace dedans. Mais quand on dit que la dérivée de v par rapport à x, ça fait ça. Pour trouver v, vous devez primitiver. On dit que la dérivée de v, ça fait ça. Donc, v, c'est la primitive. Il faut primitiver par rapport à x, en fait. Primitiver en considérant que c'est x qui est la variable. Donc, si c'est x qui est la variable, la primitive, moins x carré, ça va donner moins x au cube sur 3. Moins x va donner moins x carré sur 2. Le reste, c'est des constants. Donc, n'oubliez pas que quand on primitive, on ajoute la constante d'intégration c. Mais vous allez remarquer que ici, c est une fonction de y et z. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Donc, vous primitivez par rapport à x, mais n'oubliez jamais d'ajouter la constante d'intégration. Il y a forcément une constante d'intégration. Je l'avais répété la fois passée aux travaux dirigés. Je l'avais répété. Donc maintenant, et je disais que la constante dépend de quoi? La constante, ça doit dépendre des variables qui sont considérées comme constantes. C'est-à-dire, vous primitivez par rapport à quoi? Par rapport à x. Donc la constante dépend des autres variables. C'est-à-dire, quand vous primitivez par rapport à x, c'est que implicitement vous considérez y et z comme des constantes. Donc votre constante dépend de y et z, des autres variables en fait. Est-ce que vous voyez? Donc on a v égale à ça. Cette relation, je la note étoile. Je la note étoile. Mais c de y, z, c'est une fonction qu'on ne connaît pas. Donc il faut aller le déterminer. Maintenant, l'astuce pour trouver le c, le v que vous trouvez là, a été obtenu en dérivant par rapport à x. Maintenant, le v que vous obtenez, voilà, en dérivant par rapport à x, vous le dérivez maintenant par rapport à y. C'est-à-dire ce résultat que je viens d'établir, je vais le dériver par rapport à x. Par rapport à y plutôt. J'ai déjà fait une dérivation par rapport à x. Maintenant, je passe au suivant. Je dérive par rapport à y. Donc, si vous dérivez ça là par rapport à y, c'est y qui est la variable. Donc, dérivé de y va donner 1. Et bon, dérivé de ça va donner 0, puisqu'il n'y a pas y dedans. C'est une constante par rapport à y. Bon, c dépend de y. Donc, la dérivée de c par rapport à y sera ici. Donc, j'ai dérivé la relation étoile par rapport à y. On a ça. Or, il faut maintenant, c'est maintenant qu'il faut utiliser le 2. C'est-à-dire, la méthode consiste en ceci. À partir de la dérivée, à partir de la première relation, vous cherchez v, en primitivement par rapport à x. Maintenant, le résultat que vous obtenez là, voilà, vous la dérivez maintenant par rapport à y. Vous la dérivez par rapport à y. Et vous utilisez maintenant la relation 2. La relation 2 dit quoi? La relation 2 dit que dérivé de v par rapport à y égale à moins y. Donc, ce qui veut dire que, voilà, EY, ne l'oubliez pas, hein, EY c'était quoi en fait? EY c'était x au cube sur 3 plus z. Donc, on a dérivé de v par rapport à y, ça fait moins y, ce qui donne moins ça là. Mais on a déjà dérivé v par rapport à y, c'est ça que j'ai répété ici. Moins x au cube sur 3, qui est égal à ça. Et puis vous tirez dérivé de c par rapport à y, qui fait quoi? Moins z. L'objectif c'est de trouver c pour pouvoir remplacer dans v. Donc, si dérivé de c par rapport à y, c'est moins z, c lui-même, c'est primitif de moins z par rapport à y. C'est y qui est la variable. Hein. Si c'est y qui est la variable, la primitive de z, c'est quoi? Ce n'est pas zi, hein, c'est zy, c'est y qui est la variable. Donc, moins zy plus une constante. La constante, maintenant, dépend de quoi? De la variable qui reste. C'est-à-dire, si vous avez primitivé par rapport à y, donc, il reste z, c'est une constante. C'est que la constante d'intégration dépend de la variable restante. Ici, v dépendait de trois variables, de x, de y et de z. Donc, quand on avait primitif par rapport à x, la constante dépendait des autres variables restantes, c'est-à-dire de y et z. Ici, c dépend de y et z. Vous primitivez par rapport à y. Donc, la constante dépend de la variable qui reste, c'est-à-dire de z. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ce c là que vous avez trouvé, vous allez le remplacer maintenant dans v. Vous allez remplacer le c dans v pour avoir une deuxième relation. Donc, quand vous remplacez dans v, naturellement, vous obtenez quoi? Vous obtenez ceci. Est-ce que vous voyez? Vous remplacez c par moins zy plus b de z. Vous avez ce que je mets là-bas. J'ai noté cela, relation 2 étoiles. Donc, de proche en proche, on va trouver v. Mais ici aussi, il y a un inconnu. Donc, premièrement, j'avais dérivé par rapport à y. Maintenant, on va dériver par rapport à z. C'est-à-dire le résultat qu'on a obtenu là. On va le dériver par rapport à z. Par rapport à z, ça là, c'est une constante. Ça veut dire que ça dérivé, c'est 0. Par rapport à z, dérivé de z carré, c'est 2z. Donc, ça va donner le 2 et le demi, ça part. Donc, ça va faire moins x carré z.
par rapport à Z, la dérivée de Z, c'est 1. Donc, ça va donner moins Y. Donc, ici, B' de Z. Maintenant, c'est là où on utilise la relation 3. La relation 3, en fait, que nous avons écrit depuis très longtemps, c'est que la dérivée de V par rapport à Z doit donner moins EZ. Moins EZ. Voilà. Donc, vous remplacez la dérivée de V par rapport à Z que vous venez d'avoir. Voilà. Et ça doit être égal à moins EZ. Moins EZ, c'est ça, en fait. EZ, c'est ça. Donc, vous aurez cette dérivée, en fait, qui est moins x carré Z moins Y plus B plus de Z, égale à ça, là. Donc, moins x au cube Z. Mais bon. C'est moins x carré, en fait. Hein. C'est des erreurs de saisie. Bon, c'est moins x carré Z, en fait. Moins x carré Z moins Y. Voilà. Donc, on dit B plus de Z qui fait 0. Donc, B de Z est une constante A que vous allez remplacer maintenant dans la relation 2 étoiles pour avoir finalement la valeur de V. Mais le A est inconnu. Heureusement que l'on a dit que le point D de coordonnée 0, 5, moins 1 est la référence du potentiel. Cela veut dire que le potentiel s'annule au point D. Quand on dit que D est la référence du potentiel, ça veut dire que le potentiel s'annule en D. Autrement dit, quand on va remplacer dans cette récession X par 0, ça va donner 0 ici, n'est-ce pas? X par 0. Et X par 0, ça va donner 0. On place X par 0, Y par 5, et Z par moins 1. Si Y c'est 5, et Z c'est moins 1, ça va donner 5. N'est-ce pas? Ça va donner 5. Donc vous allez croire que V va donner 5 plus A. Donc comme on dit que D est la référence, ça veut dire que V de D donne 0. Donc A plus 5 donne 0, donc A égale à moins 5. Et vous avez finalement l'expression du potentiel V. Donc maintenant, passons à E2. Au niveau de E2, on va vérifier si E2 peut être un champ électrostatique. Donc, on dérive EX. Son EX, c'est ça, par rapport à Y. Si vous dérivez ça là par rapport à Y, dérivé de Y, ça va donner 1. Donc, ça là, c'est X finalement. Vous allez dériver maintenant EY par rapport à X. EY, c'est ça. Vous dérivez ça là par rapport à X. Vous dérivez ça là par rapport à X. Par rapport à X, il n'y a pas X dans l'expression. Donc, la dérivée par rapport à X, c'est 0. Vous voyez que X n'est pas égal à 0 en général. Vous voyez, il n'y a pas égalité. Donc, E2 ne peut pas être un champ électrostatique. Ce n'est même pas la peine d'aller faire les autres tests. Il suffit qu'il y ait une seule égalité qui ne soit pas vérifiée pour que vous vous arrêtez. Donc, E2 ne peut pas être un champ électrostatique. Je pense que c'est tout pour l'exercice 0. Nous allons continuer les autres exercices aux travaux dirigés. Je vous prie d'être présent, c'est très important.